Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. L'affaire du jour nous emmène dans l'État du Mississippi. Si les statistiques de l'État peuvent sembler inquiétantes quand on parle de criminalité, il faut creuser un peu plus pour comprendre la réalité du terrain. Pour 1000 habitants, le Mississippi enregistre en moyenne 2,87 crimes violents, la moyenne nationale est de 4. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Mississippi est en réalité un peu plus sûr que la moyenne nationale. Côté cuisine, les spécialités locales font saliver. Poulet frit, biscuits nappés de sauce grévy, et bien sûr les fruits de mer fraîchement pêchés dans le golfe. Côté sucré, la spécialité, c'est la Mississippi Mud Pie, une tarte au chocolat très riche avec une surface craquelée qui rappelle la boue du Mississippi, d'où son nom Mud Pie. Notre affaire commence à Van Cleve, une petite ville rurale située entre les forêts de pins et la côte du golfe du Mexique. C'est une ville typique du sud où la vie se passe paisiblement au rythme des saisons. Et quand arrive la saison des ouragans entre juin et novembre, le ciel peut se déchaîner en quelques heures. Mais c'est un peu le prix à payer pour vivre dans ce coin de paradis avec ses plages de sable blanc. Notre affaire nous emmènera aussi à Hattiesburg, la quatrième plus grande ville de l'État, située à environ 120 km au nord-ouest. C'est une ville dynamique qui abrite l'Université du Mississippi du Sud et qui attire les étudiants de tout l'État. Ici, rien à voir avec la tranquillité rurale de Van Cleve, c'est la vie étudiante, des jeunes partout, des restos, des bars, etc. Et on va aussi passer par le Tennessee. Je te fais voyager ce soir. Et justement, cette affaire est complexe parce qu'elle se déroule à cheval entre le Mississippi et le Tennessee et dans plus de 3 villes différentes. Et en matière d'enquête criminelle, rien n'est plus compliqué que de jongler entre les juridictions, surtout aux États-Unis, on le sait. Chaque État a ses propres lois, ses propres procédures et parfois même ses propres définitions des crimes. Chaque comté et chaque ville a sa police. Les enquêteurs doivent alors faire preuve d'une coordination minutieuse pour suivre au plus près ces affaires et intervenir dans les meilleures conditions. Van Cleve, c'est le genre de ville où tout le monde connaît tout le monde depuis 3 générations. C'est une petite communauté rurale d'environ 5000 habitants. Ici, pas de centre commercial, les habitants se retrouvent au Van Cleve Food Mart, l'épicerie locale qui fait aussi office de station-service et de point de rencontre. Les enfants grandissent entre les terrains de baseball, de la Van Cleve Youth League et les sorties en bateau sur la rivière Bluff Creek. La chasse et la pêche sont plus qu'un passe-temps ici, c'est un mode de vie qui se transmet de père en fils. Le week-end, on croise les pick-up chargés de matériel de pêche qui se dirigent vers les spots préférés des locaux. Les barbecues du dimanche sont une institution. Les jeunes qui grandissent ici fréquentent tous le lycée Van Cleve, où les Dragons de Van Cleve défendent fièrement leurs couleurs pendant les compétitions sportives interlycées. Et c'est dans cette petite ville charmante et calme que la famille Johansen est installée. Lance et Tamela, les parents, travaillent dans le milieu médical tous les deux. Ils ont 4 enfants, Lorraine, 22 ans, Kyler, 16 ans, et les jumeaux, Christian et Kathleen, 14 ans. Après avoir fréquenté le lycée, Van Cleve et obtenu son diplôme, l'aînée, Lorraine, déménage pour ses études. Elle s'installe à Hattiesburg, d'abord seule, puis elle sera rejointe par sa sœur Kathleen, qui elle aussi vient s'y installer pour ses études. Et à Hattiesburg, c'est une toute autre ambiance. C'est une ville de 45 000 habitants, presque 10 fois plus qu'à Van Cleve. Le campus de l'Université du Mississippi du Sud est le cœur battant de la ville, avec ses grands chênes centenaires et ses étendues de pelouse. La ville est très animée. Le centre-ville historique, avec ses bâtiments de briques rouges, regorge de cafés, de bars étudiants, de bibliothèques et de petites boutiques. Et quand les 14 étudiants de l'USM envahissent les rues le soir, l'ambiance est à la fête. Mais voilà, le mardi de juillet 2024, tôt le matin, Lance, le père de famille, reçoit une notification qui l'inquiète. L'application mobile Life 360 de Lorraine vient d'être désactivée. Alors on commence à connaître cette application. Pour ceux qui ne le savent pas, Life 360, c'est un réseau social familial. Cette application est généralement utilisée en famille, avec les amis proches. Elle permet de partager sa localisation, de recevoir des notifications quand on arrive ou quand on quitte des lieux enregistrés, d'alerter si on a besoin d'aide, etc. Et je dis qu'on commence à connaître cette application parce qu'on l'a vu passer récemment dans les affaires Susanna Morales, Young-Suk Han et Jessie McFadden. Je te mets les liens de ces vidéos en barre de description si tu ne les as pas encore vues. Donc on revient à notre affaire. L'application Life 360 de Lorraine est désactivée. Alors ça peut arriver, plus de batterie, plus de réseau, mais l'inquiétude grandit quand Katie, la petite sœur de Lorraine, annonce à son père que Lorraine n'est pas dans son lit, elle n'est pas du tout dans la maison que les deux sœurs partagent. Pire encore, Katie trouve la porte de la maison grande ouverte et la caméra de sécurité à l'entrée est cassée. Elle a été volontairement arrachée.
La voiture de Lorraine aussi a disparu, et là, c'est la panique générale pour la famille Johansen. Lorraine reste introuvable. Lenz appelle directement la police de Hattiesburg pour signaler la disparition de sa fille. Et il prend sa voiture pour se rendre lui-même à Hattiesburg, donc on se souvient qu'il vit toujours dans la résidence familiale de Van Cleve. Il a 1h30 de route devant lui. Et ce n'est que le lendemain, le mercredi 3 juillet, que la voiture de Lorraine est localisée. Elle est garée dans le cimetière Wolf River à Gulf Park, dans le comté voisin. La police de Hattiesburg appelle la police de Gulf Park et demande si des agents peuvent se rendre sur place pour faire une vérification de bien-être sur la personne de Lorraine. Une patrouille se rend donc dans le cimetière et, bonne nouvelle, la voiture de Lorraine est bien là. Mais en voyant la voiture de police s'approcher, un homme se met en cavale. Il s'enfuit de la voiture et il court en direction des bois attenant au cimetière. En quelques secondes, l'homme disparaît. Et ça intrigue fortement les policiers. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils se ruent à leur tour vers la voiture. Est-ce que Lorraine est là? Est-ce qu'elle va bien? En faisant le tour du véhicule, ils aperçoivent sur la banquette arrière un tas de ce qui semble être des draps, des couvertures et des sacs poubelles. Ils ouvrent la voiture et en soulevant le coin d'un des draps, ils découvrent le corps mutilé de Lorraine. C'est elle qui est emballée dans ces draps et ces sacs poubelles. La jeune femme de 22 ans a visiblement été battue à mort, elle est méconnaissable. Avant d'aller plus loin, qui est Lorraine et qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Lorraine Johansen naît le 30 octobre 2001 à Ocean Spring dans le Mississippi. Elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, il y a donc Lorraine, puis Kyler et les jumeaux Christian et Caitlin. Lorraine et Caitlin sont très proches, elles sont sœurs mais aussi meilleures amies. Les parents Johansen, Lenz et Tamela, sont des parents présents et très aimants. La famille Johansen, c'est un peu la famille idéale. Ils sont aisés, les enfants sont bien élevés et ils sont promis un bel avenir. Depuis son enfance, Lorraine rêve de devenir infirmière. Elle veut travailler dans le milieu médical comme son père qui est chirurgien orthopédique et sa mère qui est elle-même infirmière. Aider et soigner son prochain, c'est vraiment dans l'ADN de cette famille. Avec les 6 et 8 ans d'écart avec ses frères et sœurs, Lorraine est presque un parent à part entière. Les parents travaillent beaucoup, donc Lorraine prend souvent le relais, comme ça peut être parfois le cas de l'aînée d'une fratrie. Elle s'occupe des retours d'école, des devoirs, des bains, du dîner, une vraie seconde maman. Et Lorraine aime s'occuper de ses frères et sœurs. Elle est aimante, douce, attentionnée avec eux. Elle écoute leurs histoires, elle leur donne des conseils. Et au-delà de ça, Lorraine est une amoureuse des animaux. C'est une bénévole auprès de refuges. C'est dans un des refuges dans lequel elle travaille qu'elle va d'ailleurs adopter son chien Bentley Joe et son chat Marley. Elle les emmène partout où elle va, les trois sont inséparables. Lorraine va aussi recueillir un cheval, Coco. Elle a vraiment le cœur sur la main. Et à côté de ça, à côté de toutes ses responsabilités, Lorraine est une excellente élève et une camarade appréciée. En plus de sa bonté naturelle, de sa compassion et de sa disposition à faire le bien autour d'elle, Lorraine est très intelligente. Elle sait où elle veut aller et elle se donne les moyens d'y parvenir. Et comme si tout ça ne suffisait pas, Lorraine est une très belle jeune femme. Elle est ambassadrice pour la marque de cosmétiques Ulta et elle met la marque en avant dans des make-up incroyables sur ses réseaux sociaux. Ulta, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Sephora, donc c'est pas rien. Lorraine est vraiment dans un cercle vertueux. Alors comment est-ce qu'on en arrive à un tel drame? Cette personne complètement angélique, un jour, elle tape dans l'œil d'un jeune homme. Lui aussi est étudiant, il est membre de l'équipe de foot de son école. Il s'appelle Bryson Rivers. Il a 23 ans. On ne sait pas grand-chose de lui, à part qu'il est en bon terme avec ses parents et qu'il naît et grandit dans le Mississippi. Au départ, cette rencontre entre Lorraine et Bryson, ça ressemble tout à fait à une romance écolière normale. Mais dès le départ, il y a un énorme problème. Bryson, son truc, c'est la drogue. Il adore ça, il en prend souvent, et un jour, il va en proposer à Lorraine. Petit à petit, Lorraine tombe dans l'addiction. Mais une addiction banalisée, une addiction axée autour de la fête, une addiction qui semble totalement acceptable, un peu comme le principe de l'alcoolisme social. Mais c'est quand même symptomatique de quelque chose de bien plus grave. En donnant de la drogue à Lorraine, Bryson montre des signes de contrôle, une volonté d'emprise psychologique, une forme de violence, de non-respect de la personne puisqu'il la met en danger. On peut même parler d'une stratégie prédatrice visant à affaiblir l'autre. Les experts parlent parfois de love bombing chimique, une forme moderne et particulièrement toxique de manipulation où la drogue devient un outil de contrôle dans la relation. Et le plus grave, c'est que Bryson est aussi quelqu'un de violent. Il est connu pour avoir du mal à réguler ses émotions, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Régulièrement, il a des accès de colère soudains et intenses,
Donc régulièrement, ça crée des disputes au sein du couple. Il met en place un petit jeu pervers, il souffle le chaud, puis le froid, il se met en colère, il hurle, il pleure, il rompt avec Lorraine, il revient la chercher, il la supplie, et puis il se remet en colère. Et pendant tout ce temps, il blâme Lorraine, bien sûr. Il la rend responsable de ses émotions à lui, mais Lorraine n'est pas responsable. Elle n'est ni responsable du fait qu'il aille mal, ni responsable de son bonheur. C'est plutôt un médecin qu'il devrait voir pour se faire aider, se faire accompagner et trouver des façons saines de gérer ses émotions pour lui et aussi pour son entourage. Mais Bryson n'a que faire de l'aide de qui que ce soit. Il est contrôlant, possessif, il manipule Lorraine en lui faisant du chantage affectif. Il tente de l'éloigner de ses proches. Lorraine est une jeune femme très bien entourée, elle est adorée par sa famille qui la soutient, et pourtant ça va aller très loin. Il n'y a pas de profil type pour les femmes qui peuvent un jour se retrouver sous l'emprise de ce type de personnes, de ce type d'hommes. Certes, beaucoup sont des femmes déjà isolées, marginalisées, qui sont peut-être des proies plus faciles, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorraine est victime de violences domestiques. Bryson va lever la main sur elle, et ce dès le début de leur relation. Et à chaque fois, ça devient de plus en plus violent, et ça dure de plus en plus longtemps. Une véritable escalade de la violence. Lorraine tente de s'en sortir, mais elle est sous emprise. À chaque fois, Bryson parvient à revenir dans sa vie. Après l'obtention de son diplôme, aidée par ses parents, Lorraine en profite, elle s'en va. Elle quitte la ville de Van Cleve, elle s'installe à Hattiesburg pour ses études, elle rejoint l'université du sud du Mississippi et elle commence ses études d'infirmière, son rêve de toujours. Et elle quitte aussi Bryson, et cette fois-ci pour de bon. En parallèle, son père, Lance, va l'aider à se sevrer de la drogue. Une épreuve difficile, mais le travail acharné de Lorraine finira par payer. Elle arrive à se défaire de son addiction, elle veut se concentrer sur ses études, et elle arrive vraiment à remettre sa vie sur les rails. C'est une jeune femme courageuse et forte, et à ce moment, elle est pleine de rêves d'avenir. Et l'avenir lui sourit justement. À Hattiesburg, elle tombe sous le charme de son voisin de palier. Il s'appelle Nick Bell, c'est un vétéran de l'armée de l'air, il a 24 ans. Lui aussi est étudiant infirmier. Nick va aussi tomber sous le charme de Lorraine et leur romance commence en avril 2023. Lorraine lui raconte ses mésaventures passées, la drogue, Bryson, la colère, les violences. Nick fait tout pour la protéger. Il lui offre un environnement sain et sécurisé. Bryson, lui, on ne peut pas vraiment dire qu'il travaille sur lui pour devenir une meilleure personne. Il est arrêté en 2021 pour possession de drogue et conduite sous influence. Il est arrêté à nouveau en 2022 pour possession. Et comme si ça ne lui suffisait pas de se détruire, il décide de ne pas laisser Lorraine s'en sortir elle non plus. Alors qu'elle parvient à arrêter la drogue, à se concentrer sur ses études et qu'elle est très impliquée dans la construction de sa carrière, Bryson commence à la traquer, à la stalker. Il l'appelle non-stop, il la menace: si tu ne me laisses pas entrer, je vais tuer ton chien. La sœur de Lorraine, Katie, en est témoin. Un jour, elle est dans le salon, Lorraine, elle, est dans la chambre, et depuis le salon, Katie aperçoit Bryson dehors, il est sur le balcon, il regarde à l'intérieur de la maison. Katie est terrifiée, et elle se rend compte que Lorraine a vu Bryson elle aussi. Elle se rend compte que sa sœur aussi est terrorisée. Et Lorraine lui dit que ce n'est pas la première fois qu'elle vit ça. Katie dit à Lorraine qu'elle ne peut pas rester sans rien faire, et elle décide d'impliquer leurs parents. Ensemble, ils vont multiplier les déclarations auprès des autorités, mais rien n'y fait. Bryson ne lâche pas l'affaire, il continue le harcèlement. Nick raconte un autre événement. Un jour, Lorraine rentre de week-end et, habituée aux frasques de Bryson, elle demande à Nick s'il veut bien rentrer dans l'appartement avec elle. On ne sait jamais au cas où Bryson serait dans les parages. Et ça ne va pas rater. Nick retrouve Bryson caché sous le lit de Lorraine, sous son lit, à l'intérieur de son appartement. Et c'est pas tout. Bryson a cloué et bloqué toutes les portes et les fenêtres de la maison, et a barricadé toutes les issues. Du stalking de haut niveau. Si Lorraine était rentrée seule dans son appartement, elle serait tombée dans son piège, elle n'aurait pas pu sortir. Nick perd son sang-froid, il sort une arme et il le menace, et Bryson s'en va. La situation est absolument terrifiante. Déjà, comment Bryson sait que Lorraine n'est pas chez elle au moment où il rentre par effraction chez elle et qu'il prend le temps de tout barricader? Et d'où ça lui vient cette idée de lui tendre un piège dans sa propre maison? Qu'est-ce qu'il comptait lui faire? On pourrait penser que ça va s'arrêter là, surtout que la présence d'un autre homme est établie. Nick défend Lorraine, elle n'est plus seule. Ça limite considérablement les possibilités d'action de Bryson. Mais ça, c'est très mal connaître Bryson. Il est vexé, il se sent humilié, Nick prend le dessus sur lui et ça ne lui plaît pas du tout. Pire encore, sa proie, sa chose, sa Lorraine, lui échappe. Elle est avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui semble l'aimer sainement,
qui la considère, qui la respecte et qui la protège. Bryson sent qu'il va la perdre pour toujours. Alors il continue, mais il fait attention. Il n'agit pas quand Nick est dans les parages. Il les observe de loin, il les stalk, il les traque, mais il prend bien ses précautions. De leur côté, Lorraine et Nick préviennent la police les fois où ils remarquent Bryson. Ils équipent leur palier d'une caméra de sécurité et ils restent vigilants. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus. C'est loin d'être une situation idéale, mais Nick et Lorraine continuent leur romance qui devient assez vite une véritable histoire d'amour. Lorraine a beau avoir ce lourd bagage qu'est Bryson, mais Nick est fou amoureux d'elle. Un jour, alors que le couple est en vacances à Miami, sur la plage, Nick met le genou à terre et il demande à Lorraine de devenir sa femme, sa partenaire de vie et sa meilleure amie. Et c'est un grand oui de la part de Lorraine. Elle qui n'a connu qu'une relation pitoyable avant Nick, elle n'en revient pas d'être aimée comme ça. Alors certes, Bryson lui a déjà dit je t'aime plein de fois, mais il l'a aussi sans cesse rabaissé, humilié, il l'a violenté, il n'a fait que lui faire du mal. Du coup, c'est pas de l'amour. Lorraine est tout simplement heureuse et épanouie dans cette relation saine qu'elle a avec Nick. Sa vie prend un tournant pour le meilleur, elle est amoureuse, elle est aimée, elle est heureuse, elle est fiancée, et côté études, tout se passe pour le mieux. Elle retrouve le chemin qui lui était promis. Mais il reste une ombre au tableau. Bryson rôde toujours. Quelques mois après leur fiançailles, Nick découvre que Lorraine et Bryson se voient à nouveau. Nick sait que c'est parce que Lorraine est toujours sous l'influence de cet homme qu'elle le trompe. Il comprend que Bryson a la main mise sur Lorraine et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Il n'a pas le choix. Après une discussion avec Lorraine, ils rompent leur fiançailles et ils se retirent complètement. Quelques jours plus tard, Nick entre dans l'appartement de Lorraine pour récupérer ses dernières affaires, et alors qu'il remballe ses vêtements dans la chambre, Bryson sort du placard comme une furie et il le braque avec une arme à feu. Nick, c'est un ancien militaire, hein, donc tu vas pas lui faire. Il prend le dessus sur Nick, bien sûr. Nick attrape le poignet de Bryson, il retourne l'arme contre lui pour lui faire peur, puis il sursaisit et il décide de simplement le désarmer. Ensuite, il démonte l'arme à feu, il la jette au sol, il récupère ses affaires et il s'en va. Il a le cœur brisé d'imaginer Lorraine à la merci de cette ordure, mais il ne peut pas la forcer à tourner la page. À ce stade, la relation entre Lorraine et Bryson dure depuis environ 5 ans, toujours aussi toxique et toujours marquée par la violence. En 2023, Bryson est arrêté encore une fois, et cette fois-ci pour avoir enlevé, séquestré et agressé Lorraine. Je te raconte. En décembre 2023, Lorraine prévoit des vacances avec Bryson. Elle dit à son père qu'elle prévoit d'aller avec un groupe d'amis à Nashville, dans le Tennessee, et que Bryson y sera, mais il y a aussi un groupe d'amis. Et malheureusement, impossible pour moi de te dire si c'est vrai ou si Bryson et Lorraine partent seulement tous les deux en amoureux. À ce moment-là, Lorraine cache à ses parents la réalité des choses, probablement pour protéger Bryson, peut-être qu'elle a honte de la situation, ou peut-être pour ne pas inquiéter ses parents, et peut-être aussi simplement parce que Bryson lui dit de le faire. Toujours est-il que le 11 décembre 2023, ils sortent tous les deux et ils se rendent dans un bar pour regarder un match. Au bout d'un moment, une dispute éclate. Bryson reproche à Lorraine d'avoir flirté avec un des barman, il l'accuse même d'avoir couché avec lui quand elle est allée aux toilettes. Bryson est hors de lui et Lorraine comprend que la soirée est finie et qu'il ne va pas se calmer, peu importe à quel point elle dément. Ils prennent leurs affaires, ils quittent le bar, ils marchent vers la voiture qu'ils ont louée pour le week-end. La dispute continue. Bryson ne se calme toujours pas. Arrivé à la voiture, il ordonne à Lorraine de monter à bord. Il monte côté conducteur et quand Lorraine est assise, il lui arrache son téléphone des mains et il se met à rouler à toute vitesse en continuant de lui hurler des menaces. Et alors qu'il roule, il pète un plomb. Il attrape Lorraine à la gorge, il l'étrangle, il la frappe à coups de poing. Après avoir roulé pendant quelques minutes en alternant coup d'œil sur la route et coup de poing sur le visage de Lorraine, Bryson se dit que frapper ou conduire, il faut choisir. Et malheureusement pour Lorraine, il décide de se garer. Et là, c'est un véritable déchaînement de violence. Brian frappe, insulte, menace Lorraine, il lui envoie des coups de poing dans les côtes, en plein visage, il arrive même à lui donner des coups de pied. Et ce charmant jeune homme a pensé à amener son arme à feu en vacances. Elle est là, dans la voiture, donc il l'attrape et il frappe Lorraine avec l'arme en plein visage. Il va la battre pendant plus d'une heure. Et pendant plus d'une heure, Lorraine tente d'appeler à l'aide. Elle tape sur la fenêtre, elle klaxonne dans l'espoir d'attirer l'attention des voitures qui défilent, mais dès qu'elle se débat, Bryson resserre sa main autour de son cou pour la faire taire. Pendant plus d'une heure, Lorraine croit qu'elle va mourir. Elle manque plus d'une fois de perdre conscience, mais elle se force à tenir. Et là, on a divergence sur la façon dont la police est avertie. Certains disent que Lorraine, du bout des doigts, parvient à appeler sa mère qui entend la scène et qui, paniquée, prévient la police. D'autres disent que Lance, le père de Lorraine, reçoit un appel paniqué du père de Bryson.
Bryson est au téléphone avec sa mère et elle entend bien qu'il est en train de tabasser Lorraine, et donc Lance utilise la localisation du téléphone de Lorraine pour prévenir la police. Dans les deux cas, les parents, rien qu'en entendant ce qu'il se passe dans la voiture, comprennent très vite que l'heure est grave et l'un d'entre eux prévient la police. Et dans les deux cas, Lorraine est localisée grâce à son téléphone. Heureusement que les parents réagissent vite, que la police prend au sérieux leur déclaration et que Lorraine a bien son téléphone sur elle, parce qu'à quelques minutes près, il l'a tuée. Quand la police intervient, Bryson est allongé sur Lorraine, encore occupée à la frapper. Un policier se rue vers la voiture pour ouvrir la porte et libérer la pauvre jeune femme, et à peine la porte ouverte, Lorraine se jette en dehors du véhicule. Elle ne porte que ses sous-vêtements. Elle pleure, elle demande après son père. Heureusement, Lance est déjà en route, il a pris sa voiture en direction de Nashville pour retrouver sa fille, juste après avoir appelé la police. L'intérieur de la voiture est maculé du sang de Lorraine. Une arme et deux pierres sont retrouvées couvertes de sang. Bryson s'en est servi pour frapper Lorraine. Au total, elle a reçu plus de 100 coups. Elle est couverte de sang, elle a des coupures sur le visage, elle a un œil au beurre noir, et son œil est tellement gonflé qu'il est totalement fermé. Bryson aussi est recouvert de sang, tellement qu'au début les policiers pensent que lui aussi est blessé. Mais non, le sang que Bryson a sur les mains, le sang qu'il a sur lui, c'est le sang de Lorraine. Les policiers prennent la déposition de Lorraine, elle raconte ce qu'il s'est passé, la colère de Bryson, les coups, ses pertes de conscience, sa peur d'y rester. Et malgré l'extrême violence de cet incident, elle refuse de porter plainte. Mais heureusement, les policiers ont assez de preuves pour inculper Bryson sans la plainte de sa victime. Il est arrêté et incarcéré sur le champ dans la prison de Nashville. Lorraine est transportée à l'hôpital pour y être soignée. Elle est dans un tel état qu'elle y restera 2 jours. Après ce séjour à l'hôpital, Lance la ramène au domicile familial, il s'occupe d'elle. Lorraine est bouleversée, mais elle reste forte. Elle ne montre pas à ses parents à quel point elle est brisée, terrifiée, emprisonnée dans cette relation. Elle dit qu'elle va bien et qu'elle va s'en remettre. Quelques jours plus tard, Lorraine reçoit un appel. Il vient de la prison de Nashville, c'est Bryson. Et parce qu'elle est sous emprise, et parce qu'elle l'aime, et parce qu'elle croit qu'elle peut l'aider, et en l'honneur de tous les bons moments qu'ils peuvent avoir eus entre deux crises de fureur, Lorraine accepte cet appel. Bryson continue sa manipulation. Je veux sortir de là, dit-il, je veux te retrouver, je veux te voir. Dis-leur que ce n'est pas moi, dis-leur que tu étais bourré et que tu t'es frappée toute seule la tête contre la fenêtre. Bryson a l'intention de rejoindre l'armée pour remettre de l'ordre dans sa vie, mais il ne pourra pas s'il a un casier judiciaire. Donc il faut que Lorraine l'aide et qu'elle le fasse sortir de là sans charge à son encontre. Bryson promet qu'il va revenir dans le Mississippi, il promet qu'il va se remettre sur le droit chemin, il promet qu'il ne la frappera plus. Évidemment, ce ne sont que des promesses. Bryson se victimise, il n'a jamais vraiment eu de chance dans la vie, c'est pour ça qu'il a des problèmes de colère, et seule Lorraine peut l'aider. Il sait exactement comment la toucher en plein cœur, elle qui aime tellement aider les autres justement. Et bien qu'ils soient en prison, pour l'avoir presque tué, ils se disent qu'ils s'aiment avant de raccrocher. Ça montre tout le pouvoir de contrôle, de manipulation, le pouvoir coercitif qu'il a sur elle. Lorraine pense qu'elle l'aime, elle croit en ses promesses, elle veut l'aider à devenir quelqu'un de bien pour qu'il soit enfin heureux. Mais cet appel téléphonique ne va pas du tout plaire aux autorités. Une nouvelle charge est ajoutée au dossier de Bryson. Il est désormais détenu pour enlèvement aggravé, harcèlement aggravé et subordination de témoins. C'est quand même fou de se dire qu'avec tout ce qu'on sait sur les prisons et les appels qui sont enregistrés, le mec a quand même parlé librement au téléphone. Il a quand même tout fait pour dissuader sa victime de témoigner contre lui. Quelle intelligence! Malheureusement, le problème, c'est que sa manipulation fonctionne. Quand elle vient témoigner lors de l'audience de Bryson, Lorraine change sa version des faits. Elle raconte qu'elle s'est endormie parce qu'elle avait trop bu, et quand elle s'est réveillée, elle était en train d'attaquer Bryson. C'est elle qui a commencé. Le sang partout dans la voiture, c'est elle qui l'a craché. Son œil au beurre noir, Bryson s'est tout simplement défendu. Elle voulait attraper l'arme, et il l'en a empêché. Pourquoi est-ce qu'elle était en sous-vêtements? C'est elle qui a arraché ses propres vêtements parce qu'elle avait trop chaud. Lorraine refuse d'incriminer Bryson. Et bien que Lance témoigne et qu'il demande à ce que Bryson soit incarcéré sans caution, il dit mot pour mot à la juge « Si vous le laissez partir, il la tuera ». Et bien que le procureur en personne demande à ce qu'il soit détenu sans caution, bien qu'on ait l'appel enregistré dans lequel Bryson demande à Lorraine de mentir sur ce qu'il s'est passé le soir de l'agression, la juge décide de fixer une caution qui s'élève à 250 000 $. Quelques semaines plus tard, au mois de mars, Bryson demande une réduction du montant de sa caution. Et en juin, elle est accordée. Et c'est un enchaînement d'erreurs administratives et humaines qui s'ensuivent. La juge Cheryl Blackburn réduit la caution de Bryson. Sa décision est prise en raison de l'absence d'antécédents criminels
de Bryson. Mais elle dira quand même que la probabilité pour qu'il soit inculpé est forte. Et au passage, avant de prendre sa décision, elle entend un enregistrement de 11 minutes que Lorraine est parvenue à enregistrer le soir de son passage à tabac sur son téléphone. Oui, parce que je te l'ai pas dit, mais il y a un enregistrement audio de cet incident, et dans cet enregistrement, on entend Bryson proférer des menaces pendant que Lorraine pleure, on l'entend même perdre sa respiration parce qu'elle est en train de se faire étrangler. Et Bryson lui dit des choses du genre « Écoute-moi bien, si tu bouges ne serait-ce que d'un poil, je te jure que tu ne te réveilleras pas demain. Alors je te suggère de coopérer et de te calmer. » Ou encore « Tu te rends compte que j'ai réservé des sessions thérapie de couple pour toi et moi, tu t'en rends compte ?» Ou encore « Essaye un peu de me mordre, tu vas voir. » Bryson dit à Lorraine qu'il n'a qu'à conduire à peine 15 minutes pour rejoindre une forêt et que s'il la jette là-bas, personne ne la retrouvera jamais. Et puis il se moque d'elle en disant que sa tête est en train de gonfler comme une putain de boule de bowling. On l'entend aussi faire référence à des violences passées. Tu te souviens la dernière fois que je t'ai botté le cul parce que tu pleurais? Et ben là, c'est la même chose. Et pour finir, Bryson menace aussi de mettre fin à ses jours. Je ne prétends pas être quelqu'un de bien, donc quand je vais rentrer et m'exploser la cervelle et qu'on te retrouvera dans cet état, tout le monde comprendra. Cet enregistrement, il ne dure que 11 minutes, mais c'est le sommet de l'iceberg. Lorraine subit des violences et menaces pendant 1 heure ce soir-là. Et la juge entend tout ça, et bien plus, avant d'offrir à Bryson l'opportunité de se retrouver en liberté. Et c'est pas tout. La juge voit aussi les photos du visage de Lorraine, les photos des armes utilisées pour la frapper, des photos de l'intérieur de la voiture ensanglantée. Elle voit aussi les images des bodycams des policiers qui libèrent Lorraine. Elle voit le mugshot de Bryson, le visage couvert du sang de Lorraine. Elle a devant elle toutes les preuves de la violence dont cet homme est capable, mais elle décide quand même que sa caution peut être réduite. Même le procureur n'est pas d'accord. La juge émet quand même quelques conditions. Bryson doit rester dans le Tennessee, il doit se faire poser un bracelet GPS, il ne peut être relâché qu'entre 9 h et 16 h. Il ne doit en aucun cas contacter Lorraine ou tout autre témoin. Sa caution passe de 250 000 $ à 150 000 $. Pour payer sa caution, Bryson fait appel à 2 sociétés de cautionnement. Je sais pas si on dit comme ça, mais bref, t'as compris. Donc ces sociétés, c'est une sorte d'intermédiaire financier aux États-Unis qui propose de payer la caution à la place du prisonnier en échange du versement d'un pourcentage non remboursable de la caution. Et en général, c'est 10%, enfin, en tout cas dans le Tennessee. Les 2 sociétés signent l'accord sans connaître les conditions de libération de Bryson. Le bureau du greffier du comté de Davidson ne transmet pas les documents. Oupsie. Et les sociétés de cautionnement signent quand même l'accord. Après 7 mois en détention provisoire, Bryson paie sa caution. Le 24 juin, dans l'après-midi, il est relâché. Mais comme la prison n'a pas reçu les conditions de la caution, eux non plus, Bryson est libéré comme une fleur, plutôt que d'être remis à un agent de probation. Il appelle donc Nakida Willowit, son interlocuteur chez Brooke, Bale Bonding, une des sociétés qui l'aide à payer sa caution et qui vient le récupérer et l'emmène se faire équiper d'un bracelet électronique. Le problème, c'est que Bryson il est relâché à 16h05 au lieu de la plage entre 9 h et 16 h, comme c'était spécifié dans son dossier. Donc l'entreprise Tracking Solutions, nommée par la Cour pour lui installer immédiatement son bracelet électronique, elle est fermée. L'agent de la société Brooke Bale Bonding se dit bah tant pis, je connais une autre société qui fait les poses de bracelets électroniques, et d'ailleurs c'est Nakeda Willowit qui en est la directrice. Nakeda c'est l'interlocutrice de la société qui paie les cautions. Est-ce que tu arrives à suivre? Mais surtout, est-ce que tu réalises à quel point c'est très grave ce qu'il vient de se passer? On libère un mec considéré comme dangereux par la juge elle-même qui dit «Paie ta caution et kiffe un peu dehors, mais je pense que tu vas prendre quand même». Donc Bryson et son interlocutrice de la société qui paie les cautions vont ensemble chez Freedom Monitoring, donc une nouvelle société, pour installer le bracelet électronique puisque l'autre est fermé. Mais évidemment, là-bas, ils n'ont pas son dossier non plus. Un bracelet lui est bien installé, et comment ils font pour le programmer sans avoir les conditions? Ils demandent tout simplement à Bryson quelles sont les conditions de sa libération conditionnelle. Mais quelle excellente idée de génie! Évidemment, Bryson va leur mentir. Il dit qu'il a le droit de sortir du comté, il dit que sa famille vit dans le Mississippi, et lui aussi, donc il faut bien qu'il rentre chez lui. Et alors écoute bien celle-là, parce qu'on dirait un mauvais film. Quand on lui demande son adresse postale, il donne celle de la famille Johansen à Van Cleve. Il donne l'adresse des parents de Lorraine, de sa victime. Et on va le croire, sur parole. Le 28 juin, Freedom Monitoring et les 2 sociétés de cautionnement prennent enfin connaissance des conditions de libération. Bryson est déjà dehors depuis 4 jours. Les techniciens se rendent compte de leur erreur et ils appellent Bryson pour lui demander de revenir immédiatement à Nashville pour actualiser les conditions de son bracelet. Quand il revient, Bryson est filmé à bord de la voiture de Lorraine.
Et alors qu'il a menti sur les conditions de sa libération, Freedom Monitoring va simplement changer les paramètres de son bracelet plutôt que de le remettre à la prison pour violation de sa conditionnelle. Quand Nakida est interrogée sur le sujet, elle dit qu'à ce moment-là, elle agit en tant que directrice de Freedom Monitoring, sa société, et elle n'agit pas en tant qu'agent de cautionnement de Brooke Bail Bonding. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Le même jour, l'agent de probation de Bryson appelle Tracking Solutions, la boîte qui était fermée puisqu'il était 16 heures passées, et ils se rendent compte que Bryson n'est jamais venu les voir à sa sortie de prison. Bon, déjà, il leur faut 4 jours et un appel pour s'en rendre compte, mais bref. Ils rapportent une violation de conditionnelle au bureau du procureur. Le procureur, enfin prévenu, laisse un message sur le téléphone portable du père de Lorraine. Bryson Rivers a été libéré sous caution. Il devait se rendre directement chez Tracking Solutions pour se faire installer un bracelet électronique pour lui interdire de quitter le comté de Davidson. Or, il ne s'est jamais présenté à ce rendez-vous et il ne s'est pas manifesté depuis. On ne sait pas où il est, je souhaite vérifier que Lorraine est en sécurité. Fin du message. Alors là encore, vu la dangerosité du type, le bureau du procureur laisse un simple message et il se lave les mains de toute conséquence possible. Personne ne se dit que ce serait peut-être plus prudent de vérifier que l'info est bien arrivée aux oreilles de la famille Johansen. Pourquoi on n'essaie pas de rappeler, par exemple? Pourquoi on n'appelle pas Lorraine, la victime? Et le père de Lorraine n'écoutera ce message que 3 jours plus tard, le 1er juillet. Paniqué, il essaie d'appeler sa fille, mais elle ne répond pas. Il lui envoie un SMS et enfin il reçoit une réponse, mais quelque chose ne va pas. Ce message ne ressemble pas à Lorraine. Il sait que Bryson est dehors et il sait qu'il va s'en prendre à sa fille. Et c'est peut-être déjà le cas. Lance prévient la police sans attendre. Le même jour, Freedom Monitoring reçoit une alerte. Le bracelet de Bryson est à 6% de batterie, il est urgent qu'il le recharge. Ils appellent Bryson pour lui ordonner de recharger son appareil sur le champ et il s'exécute. Il est 22 heures, le niveau de batterie remonte. Vers minuit, Bryson appelle son agent de probation. Il sait qu'il a rendez-vous le lendemain au tribunal, mais il ne pourra pas être présent. Il n'a trouvé personne pour lui prêter une voiture ou pour l'emmener. Quelques heures plus tard, aux premières heures du 2 juillet, vers 4 heures, Lance reçoit une notification de l'application Life 360 de sa fille Lorraine. La notification annonce que l'appli et le tracker viennent d'être éteints. Ou peut-être que son portable s'est éteint. Le résultat est le même, impossible de localiser Lorraine. Il reçoit un appel de son autre fille, Katie. Lorraine n'est pas dans sa chambre, elle n'est pas dans l'appartement du tout. La porte d'entrée est grande ouverte, et pire encore, la caméra de sécurité de leur porte d'entrée est arrachée. Lance appelle la police et déclare cette fois-ci la disparition de Lorraine, et il se met en route vers Hattiesburg sans perdre une minute. Pendant ce temps, la batterie du bracelet électronique de Bryson se met à faiblir de nouveau, et pire encore, il ne répond ni aux appels ni aux messages. La juge Blackburn émet un mandat d'arrêt contre lui, mais c'est trop tard. Bryson est déjà avec Lorraine. Il est dans le Mississippi depuis le 24 juin. Le 3 juillet, à 15 heures, après de multiples demandes de la part de Lance, la police parvient enfin à traquer le véhicule de Lorraine. Et il se trouve à Gulfport. C'est vraiment frustrant d'imaginer l'angoisse de Lance et de toute la famille qui fait face à l'inaction de la police. Et la dernière fois, c'est justement la réactivité de la police qui a sauvé Lorraine d'une mort certaine. Et pourquoi cette fois-ci, il faut 24 heures pour localiser son véhicule? La police d'Hattiesburg appelle la police de Gulfport pour leur demander une vérification de bien-être, et une fois encore, ils sont à côté de la plaque. En arrivant sur place, dans le cimetière, les policiers aperçoivent le véhicule de Lorraine. En s'approchant, ils voient un homme s'enfuir à toute allure, c'est Bryson. Il s'enfuit vers les bois attenants au cimetière, une chasse à l'homme commence pour l'attraper. Pendant 6 heures, des drones, des hélicoptères, des caméras thermiques survolent la forêt pour le repérer. Les policiers parviennent à le faire sortir des bois en se faisant passer pour un de ses amis par SMS. Ils lui font croire que son pote veut l'aider à s'en tirer. Ils lui donnent rendez-vous à l'entrée du bois. Quand Bryson sort enfin, une dizaine d'agents lui tombent dessus et ils le bouclent. Bryson est arrêté le 3 juillet à 23 heures pour enlèvement, possession de drogue et meurtre. Avant d'être capturé, il appelle son frère, il avoue avoir tué Lorraine et lui dit « J'ai tué cette salope ». Alors que s'est-il passé exactement? On n'a pas encore d'aveu complet, donc on ne sait pas précisément, mais grâce aux éléments de l'enquête, voilà la reconstitution que je peux t'en faire. Le 2 juillet, vers 4 heures du matin, Bryson est filmé par les caméras de sécurité du quartier d'Hattiesburg sur la 11e avenue Sud, où vivent Lorraine et Katie. Une voiture le dépose devant la maison des filles. Avant d'arriver, il envoie des messages à Lorraine et il tente de l'appeler 120 fois. Mais elle ne répond pas. Et au passage, ça constitue une autre violation de sa libération conditionnelle. Mais bon, le mec est plus à ça près. Bryson ne supporte pas que Lorraine l'ignore. Elle est sa chose, comment ose-t-elle être aussi
insubordonnée, si seulement elle savait, à ce moment-là, qu'il est déjà dehors. Elle ne se doute de rien. Lorraine ne sait pas qu'il est en route pour lui faire du mal, mais il arrive bien. Il rentre chez elle, et là on ne sait pas exactement ce qu'il se passe. On sait seulement qu'il la frappe. Vers 5 heures du matin, on voit à nouveau Bryson quitter la maison, et cette fois-ci il est torse nu. Est-ce qu'il a eu trop chaud à force de taper sur Lorraine? Est-ce que son t-shirt était trop recouvert de sang pour sortir avec comme ça? Ce qu'on sait, c'est qu'il marche jusqu'à la voiture, il monte à bord et il recule la voiture dans l'allée de la maison. Il la gare arrière face à la porte, il retourne dans la maison et 10 minutes plus tard, il ressort avec quelque chose de lourd et d'encombrant qu'il charge à l'arrière. C'est le corps de Lorraine emballé dans des draps et dans des sacs poubelles. Bryson remonte à bord de la voiture et il part en trombe. Et on sait très bien comment finit cette histoire. Lorraine meurt pendant cette confrontation dans sa propre maison entre 4 heures et 6 heures du matin. Son corps mutilé, sans vie, est retrouvé le lendemain, le 3 juillet, après avoir passé une trentaine d'heures dans sa voiture. D'ailleurs, son père est là lors de la découverte. Il aide le médecin légiste à sortir le corps de sa fille du véhicule. C'est vraiment terrible d'imaginer un père voir le corps de sa fille, de son bébé, dans cet état. On sait que Lorraine est fort probablement décédée d'un traumatisme à la tête. Elle reçoit tellement de coups qu'elle est complètement dévisagée. Il y a une première audience pour analyser tout le système de ce rouage mortel. Un panel de 6 juges statue qu'aucune règle du tribunal local n'a été enfreinte. Malgré toutes les défaillances systémiques évidentes dans son dossier, aucun des acteurs impliqués n'est mis en cause ou sanctionné. Pas le bureau du greffier qui n'a pas transmis les documents, pas la prison qui a libéré Bryson sans supervision, pas les sociétés de cautionnement qui le laissent sortir sans être informé de ses conditions de libération, pas non plus Freedom Monitoring qui paramètre son bracelet selon des conditions que l'accusé donne lui-même, et pas Tracking Solution non plus qui a besoin de 4 jours avant de remarquer que Bryson n'est jamais venu, pas le bureau du procureur qui a aussi besoin de 4 jours avant de prévenir la famille de la libération de cet homme dangereux, et pas non plus la police qui attend 24 heures avant de lancer des recherches sur le véhicule de Lorraine. Et pourtant, les manquements sont nombreux. Mais la conclusion, c'est une situation isolée, un malheureux cas de mauvaise communication entre les services. Alors je vous à peine imaginer la colère, la frustration et la tristesse de la famille Johansen qui subit les conséquences de cette terrible mauvaise communication entre les services. Lorraine en est quand même morte. Et qu'en est-il de Bryson dans tout ça? Il est toujours en détention et de deux choses l'une, s'il n'accepte pas d'accord de plaidoyer, il y aura un procès. Et pour rappel, il est accusé d'enlèvement, d'agression, de vol de voiture, d'homicide volontaire avec préméditation et d'altération de preuves. Et en même temps, maintenant, il a affaire à la justice avec des antécédents de violence. Il viole sa conditionnelle, il kidnappe, il l'agresse, il tue, et il est arrêté après avoir tenté de s'enfuir. Je rappelle qu'il est vu en train de quitter le véhicule où, 2 minutes plus tard, on retrouve le corps de Lorraine. Et on a des aveux de sa part enregistrés par la police. La vraie question, c'est à quel prix il va accepter de plaider coupable, parce qu'il n'a aucun intérêt à aller au procès avec un tel dossier. Il n'y a vraiment pas de doute sur sa culpabilité, donc ce serait vraiment fou de tenter un procès. Surtout que le Tennessee est l'un des 27 États américains à toujours appliquer la peine de mort. Et plus fun encore, en 2024, le Tennessee rejoint le Mississippi, l'Utah et l'Oklahoma en adoptant une loi autorisant l'exécution par fusillade comme alternative à l'injection létale. On croirait revenir à 50 ans en arrière. Mais dans un cas comme celui de Bryson Rivers, j'imagine que ça fait plaisir à certains. Mais c'est quand même se demander si on va parvenir à des pendaisons sur la place publique à cette heure-ci. Cette affaire, c'était un peu comme regarder un accident de voiture arriver au ralenti sans rien pouvoir faire. Et pourtant, il y a tellement d'étapes qui auraient pu empêcher cette horreur d'arriver. On termine avec les mots du père de Lorraine. Je pense que le système judiciaire de Nashville a failli envers ma fille et notre famille. Le monde ne devrait pas fonctionner ainsi. On ne peut qu'être d'accord. Un manque de communication, un conflit d'intérêts, des problèmes de protocole et de bureaucratie ne devraient pas mener à la mort d'une jeune femme. C'est totalement inacceptable. Quand je traite d'histoires comme celle-ci, je me dis toujours que j'espère que ça peut aider quelqu'un dans une relation violente à se rendre compte que on est dans une relation violente, dangereuse, toxique. Ça n'arrive pas qu'aux États-Unis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour la France, on peut citer l'affaire de Chahinez Daoud. Le 4 mai 2021, à Mérignac, dans la région de Bordeaux, Chahinez, une maman de 3 enfants, est blessée par balle puis brûlée vivante par son mari, Mounir Bouta. Il venait tout juste de sortir de prison pour violence conjugale. Le couple était en train de se séparer. Et en me renseignant un peu plus sur l'assassinat de Chahinez, j'ai découvert qu'il existe en France certains dispositifs pour protéger les victimes. Le TGD, le téléphone de grave danger, c'est un téléphone équipé d'une touche qui appelle directement les services d'assistance. Ces téléphones peuvent être mis à disposition de certaines personnes comme Chahinez, et justement dans l'affaire de son meurtre, on se demande pourquoi ça n'a pas été le cas. Et des manquements, il y en a eu d'autres.
Mounir, son mari violent, aurait dû avoir un bracelet électronique anti-rapprochement. Il avait une arme à feu qui ne lui a pas été retirée, et c'est d'ailleurs avec cette arme qu'il tire dans les jambes de Shainez, ce qui la paralyse et ce qui laisse amplement le temps à son mari de l'asperger d'un liquide inflammable pour la tuer. On peut aussi citer l'affaire de Nathalie Debailly dans la région de Lille. En 2019, Nathalie rompt avec son compagnon, Jérôme Tonneau. Ils sont ensemble depuis 2 ans, mais très vite, Nathalie subit des violences. Des menaces, au point qu'en l'espace de quelques semaines, elle dépose 3 mains courantes. Jérôme lui envoie un jour une photo d'une pierre tombale. Il la harcèle, il la suit à son travail, et il dit à un couple d'amis qu'il va l'enlever, la mettre dans son coffre, pour lui faire la peur de sa vie. Et le 27 mai 2019, Jérôme met son plan à exécution. Aidé par 3 amis, il enlève Nathalie, il la ramène chez lui, où elle sera retrouvée plus tard, la gorge et les poignets tranchés au cutter. Jérôme n'était ni sous contrôle judiciaire, ni il ne portait un bracelet, ce qui aurait dû être le cas, étant donné ses antécédents judiciaires de violence. Mais le pire dans cette affaire, c'est qu'un témoin est présent pendant l'enlèvement de Nathalie. Il prévient la police qui va attendre 2 heures avant de se rendre chez Jérôme. Je termine en citant une dernière affaire qui nous donne une petite lueur d'espoir en quelque sorte. Quand je raconte l'affaire Bryson Rivers à Justin, il est absolument choqué des manquements de la police et de la juge. Il me dit, mais quand il y a des affaires qui se passent comme ça, il devrait y avoir des conséquences quand un juge ou une juge commet une faute qui entraîne la mort d'une personne. Donc pour cette dernière affaire, on n'est pas exactement sur ça, mais presque. Isabelle Thomas, une enseignante de 49 ans, porte plainte contre son compagnon Patrick Lemoine pour tentative d'assassinat. Après une dispute, Patrick frappe violemment Isabelle et il essaie de l'étrangler. 6 semaines seulement après son dépôt de plainte, Isabelle et ses parents, Roland et Marguerite, sont chassés et abattus par Patrick. Ça se passe en 2014. Il faudra attendre 2020 pour que l'État mis en cause pour faute lourde par la famille des victimes soit condamné à leur verser la somme de 100 000 euros. Il était quand même question d'une tentative de meurtre. La marque laissée sur le cou d'Isabelle après la première plainte fait quand même 10 cm. Et pourtant, Patrick n'a pas de bracelet électronique. Il est sous contrôle judiciaire, mais ce contrôle aurait dû être révoqué et Patrick aurait dû être placé en détention provisoire puisqu'il ne respecte pas les conditions de sa libération provisoire en attendant son procès. Il contacte Isabelle alors que bien sûr il n'a pas le droit de le faire. Alors l'État est condamné à payer la famille des victimes, mais on aimerait que les choses changent. On aimerait du progrès dans les affaires de violence conjugale et plus de protection pour les victimes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette affaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. En fait, c'est la dernière vidéo que je filme avant d'accoucher. Donc littéralement, j'accouche dans pas très longtemps. Je sais pas à quel moment je vais la sortir, mais j'ai réussi à prendre énormément d'avance. Donc là, j'ai plusieurs vidéos pour plusieurs mois pour être tranquille avec bébé. Et donc moi, techniquement, je ne vais pas vous voir pendant un temps. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Ouais.